Salut à tous, aujourd'hui une deuxième vidéo consacrée aux inspirations du Joker au cinéma. Et aujourd'hui on va s'intéresser à ce que représente le Joker pour la société, mais également la réponse possible d'un État face à ce type de menace. Alors la vidéo précédente de la chaîne sur le Joker abordait également des sujets dont je vais parler maintenant, donc ça sera l'occasion d'approfondir ce que j'ai déjà dit en partie. Pour commencer, ce qui va être assez marquant chez le Joker, c'est que c'est un personnage qui semble en rupture totale avec la société. Pour le personnage de Joaquin Phoenix par exemple, on a affaire à une personne qui s'isole de plus en plus des autres et des institutions. Dans un article de la revue sociologique L'Homme et la Société, Larry Portis montre que les perdants d'une société, c'est-à-dire les laissés pour compte, ne réagissent pas tous de la même manière à leur situation. La grande majorité de ces perdants va se responsabiliser de cet échec dans l'insertion sociale. Mais une fraction de ces laissés pour compte ne va pas du tout accepter cette exclusion et va chercher à se rebeller contre des individus. Il prend pour exemple ce chômeur de longue durée et diplômé de sociologie qui a assassiné 21 personnes dans un McDo de San Diego en 1984. Et c'est précisément ce que fait le Joker de Joaquin Phoenix. Il va tuer les 3 jeunes dans le métro, mais également son ancien collègue de travail. Arthur n'accepte plus son exclusion et se retourne contre les individus qui, selon lui, y auraient participé. Et c'est d'ailleurs pourquoi il ne tue pas son collègue nain, car il ne lui a jamais réellement causé de tort. Et par la suite, le Joker va tuer Murray, l'animateur de télévision joué par Robert De Niro, ce qui va nous amener à parler de la relation qu'entretient le Joker avec les médias. Alors déjà, un point commun que l'on retrouve dans les 3 films, c'est que le Joker utilise les médias pour mettre en scène ses crimes. Il utilise notamment la télévision, car c'est un moyen rapide et efficace pour créer des mouvements de panique. Le Joker de Nicholson va même jusqu'à aller tuer une présentatrice en direct de son émission, ce qui me fait penser également que le personnage en général entretient une certaine haine envers les médias pour plusieurs raisons. D'abord, dans le film Joker, Arthur exprime clairement son dégoût à la télévision de cette société divisée entre les gens d'en bas et les gens d'en haut très médiatisés, et notamment Thomas Wayne. Il dit aussi que Murray s'est bien moqué de lui dans son émission, qu'il s'est servi de lui pour faire de l'audience et qu'il ne connaît pas réellement les vrais problèmes que traverse Gotham. You just wanted to make fun of me. De plus, les médias sont souvent les premiers à pointer du doigt et à marginaliser des gens comme Arthur, car ils sont entre guillemets différents. De plus, on pourrait penser que le Joker dans les films de Phillips et Burton se venge des médias et notamment du sort qui lui est réservé. Dans The Dark Knight, la télévision est un instrument de terreur sur les populations, puisque le Joker intervient dans une émission pour annoncer qu'il fera sauter un hôpital de Gotham si Coleman Reese n'est pas tué. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Joker se sert des médias pour à la fois effrayer, mais également monter les gens les uns contre les autres. Comme on le voit dans la scène où Gordon demande au policier de lui donner son arme pour éviter que celui-ci ne tire sur Coleman Reese car sa femme est à l'hôpital. Le Joker est une menace pour la société. Une menace qui, selon les films, sera d'origine différente. Par exemple, dans Batman, il est plutôt issu d'un milieu mafieux, et dans Joker d'un milieu social défavorisé. Par contre, dans The Dark Knight, il n'a absolument aucune origine, ce qui en a amené certains à faire le rapprochement entre les terroristes d'Al-Qaïda ou de Daesh et le Joker, c'est-à-dire une menace d'origine quasi inconnue et qui frappe d'une manière imprévisible. Et c'est renforcé par le fait que Gordon ne trouve absolument rien sur le Joker quand il est emprisonné. No matches on prints, DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. No name. Mais alors, comment répondre face à ce type de menace? Comment empêcher un personnage comme le Joker d'émerger dans une société et de créer le chaos? Eh bien, dans Batman et The Dark Knight, force est de constater que l'État semble impuissant et que le Batman est la clé du problème. De plus, que ce soit dans le film de Burton et le film de Nolan, l'appareil judiciaire semble complètement hors d'usage étant donné le niveau de corruption qu'il existe dans la police et chez les magistrats. On pourrait donc penser que la faiblesse de certaines institutions favorise les mouvements anarchistes ou terroristes, ou du moins permettrait de les faire durer. Par exemple, Émile Durkheim, dans son livre Le Suicide, a établi en sociologie le concept d'anomie, c'est-à-dire une situation où les valeurs morales et les institutions disparaissent progressivement, ce qui fait que les individus sont de moins en moins contrôlés et perdent leurs repères. Du coup, certains individus adoptent des comportements de déviance, c'est-à-dire des comportements qui sortent des normes établies. Alors évidemment, le terrorisme est un exemple de déviance extrême. Il y a des formes de déviance absolument pas criminelles, comme manger avec ses doigts dans un restaurant européen.
Les pâtés de cerf, qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Et si les institutions de Gotham ne peuvent rien faire, elles vont alors délibérément laisser leur pouvoir à Batman. Et comme l'illustre la trilogie de Christopher Nolan, cela pose problème car un seul individu devient au-dessus des lois. Mais le problème va encore plus loin dans The Dark Knight. Pour arrêter le Joker, Batman fait le choix de mettre sur écoute toute la ville pour retrouver son ennemi. Et là, non seulement il est au-dessus des lois, mais il est également le symbole d'une société prête à sacrifier la liberté pour la sécurité. Au sens large, c'est perdre ce que Rousseau appelle dans le contrat social la liberté civile, c'est-à-dire la liberté d'obéir aux lois votées à la majorité par le peuple. On retrouve ainsi 1984 de George Orwell, cette société qui contrôle tout et qui observe tout grâce au télécran. Et selon le psychiatre Jean-Charles Pascal dans son livre Consentement et contrainte dans les soins en psychiatrie, on sacrifie la liberté de tout le monde pour une minorité d'individus en cherchant à atteindre l'utopie du risque zéro. Et dans Batman, c'est encore plus symbolique car c'est pour arrêter une seule personne, à savoir le Joker. Actuellement, on assiste à ce débat puisque pour lutter contre le coronavirus, certains gouvernements comme la Corée du Sud ont adopté la méthode du tracking des personnes infectées, c'est-à-dire que tous les déplacements de ces personnes sont tracés numériquement sur une application. Bon alors c'est bien gentil d'accuser la société de la naissance du Joker, mais le gars il peut très bien être fou aussi, ça peut venir de lui-même. Et bien là aussi, c'est compliqué. Déjà, il faudrait établir ce qu'est un fou, un malade mental, un psychopathe, etc. Par exemple, un auteur comme Michel Foucault dans son livre Maladie mentale et psychologie va lui établir que la folie symbolise la souffrance des individus qui ne peuvent pas s'intégrer aux structures sociales d'une époque, ce qui fait très clairement écho au personnage d'Arthur Fleck. Il dit aussi que le mot fou est ultra banal et trop souvent employé comme par exemple quand on dit à quelqu'un « vous êtes fou ». Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Non, pas assez. Enfin, vous vous rendez compte, 50 000, c'est vous qui êtes fou. Non, en fait pour Foucault, le vrai terme ça serait maladie mentale. On voit ça par exemple dans le film L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks, sorti en 1938, où le psychiatre dit à Suzanne que l'on peut être bizarre sans être fou, qu'il faut arrêter de mettre des qualificatifs à tout va sans chercher à comprendre. Et d'ailleurs, regardez les réactions du Joker quand on lui dit qu'il est fou. No, I'm not. Sur YouTube, vous avez une très bonne vidéo de la chaîne La Psy qui parle et qui montre que le Joker de Joaquin Phoenix n'est pas un psychopathe. Je vous mets le lien en bas dans la description. Une autre chose que nous dit Foucault, c'est que la folie serait un choix. Là où la raison est présente en nous naturellement, le fou fait le choix de ne pas suivre la raison. Et cette idée du choix, elle me rappelle une scène. En fait, le Joker montre que tuer c'est choisir, car c'est également renoncer. Pour Foucault, cela serait renoncer à sa raison. Et pour Batman, renoncer à ses principes. Et donc quelque part à sa raison. I like him already. Alors si les institutions ne peuvent pas combattre le Joker et que Batman pose des problèmes en termes d'éthique, comment arrêter une personne de ce type? Alors la réponse n'est pas si simple. Comme d'habitude. Mais déjà un auteur comme Machiavel, dans son livre Le Prince, va nous mettre en garde contre l'utilisation de mercenaires. En effet, il dit que pour sécuriser son état, il ne faut pas utiliser des mercenaires, car leur logique c'est l'argent, et donc ils peuvent se retourner contre vous s'il y a plus offrant. Autre solution, vous avez l'armée évidemment, qui intervient à la fin de The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Mais dans The Dark Knight, on peut voir que l'armée devient inefficace si elle manque de communication, puisque Batman est obligé de maîtriser les agents du SWAT pour leur éviter de tuer des innocents. De plus, si l'armée ne suffit plus, on peut voir qu'il y a parfois le renfort du citoyen prêt à s'engager pour soutenir les institutions. En fait, on a des exemples historiques très nets qui montrent que la présence d'une menace extérieure renforce la loyauté envers l'État. On peut penser au « Je suis Charlie » suite aux attentats de Charlie Hebdo en France, mais également le sursaut patriotique qu'a connu les USA après les attentats du 11 septembre, ou celui de l'URSS suite au déclenchement de l'opération Barbarossa en 1941. Dans The Dark Knight, Batman inspire des gens à faire comme lui et combattre le Joker, même s'il dit que ce n'était pas exactement ce qu'il souhaitait. Enfin, si les lois en vigueur n'arrivent pas à empêcher le mal de sévir, il faut en inventer de nouvelles, comme la loi Dent qui est mentionnée au début de The Dark Knight Rises. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette deuxième partie consacrée au Joker. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter, et moi je vous dis à très bientôt, salut!